Bonjour et nous revoilà dans notre podcast On peut s'engager et je suis avec Zoé. Bonjour. Zoé, présente-toi. Donc je m'appelle Zoé, je suis la responsable communication de M depuis maintenant 2 ans. Alors aujourd'hui le podcast va être sur le sujet comment s'engager en tant que femme à l'international. J'ai une petite question de début pour toi. Qu'est-ce qui t'a poussée à t'engager à l'étranger de prime abord ? Alors, je ne me suis pas foncièrement engagée, mais j'ai eu différentes expériences à l'international. Donc un premier stage de 6 mois au Mexique, 1 an, donc en 2 semestres de master à Barcelone, un échange universitaire pendant un semestre à Lima au Pérou, un stage de 6 mois au Vietnam, avec beaucoup de voyages autour. Et un dernier stage de 3 mois en Polynésie française. Je crois que j'ai tout dit. Donc, je ne me suis pas foncièrement engagée dans des projets de solidarité long terme, mais c'était plutôt dans le cadre de stages ou d'études. Okay. C'est quand même beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance, en fait. J'ai fait une école de commerce qui était divisée donc, de 6 mois en 6 mois. C'était 6 mois de stage, 6 mois de cours, 6 mois de stage, 6 mois de cours, plus une année de césure. Et j'ai tout fait à l'international. Donc, j'ai fait mon master à Barcelone. Donc, ça m'a... En fait, pendant 4 ans, j'ai été à l'international. Enfin, pendant 3 ans. Donc, j'ai beaucoup de chance. Je suis très chanceuse par rapport à ça. Et c'est aussi ce que je voulais faire. Donc, je ne vais pas rester en France à ce moment-là. Donc, ouais. Et quel sens ça avait été pour toi de partir du coup, de sortir de la France et d'aller passer toutes ces expériences à l'international ? En fait, il y a eu le déclic, c'est la première expérience donc, au Mexique. Donc, je sors de prépa, j'intègre mon école de commerce et je fais ma première année, donc équivalence en L3. Et je découvre l'école de commerce, ça me plaît pas de ouf. Et donc, je passe tout mon temps avec les International Students. C'est des gens qui sont eux-mêmes en université partenaire et ils sont du monde entier. Et ce semestre-ci, pour on ne sait quelle raison, il y avait énormément de Mexicains. Et en fait, j'ai passé tout mon semestre, le 2e semestre, avec des internationaux, avec beaucoup de Mexicains, mais il y avait aussi 10 autres nationalités. Et c'est là, en fait, ma première expérience d'interculturalité dans mon pays. Donc, plus confortable, mais je parlais plus souvent espagnol et anglais que français, alors que j'habitais en France. Et ensuite, arrive le moment où je dois choisir mon premier stage. Et en fait, mes potes, ils m'ont dit « Zoé, il n'y a pas moyen. Tu nous as fait découvrir ton pays pendant 6 mois. Maintenant, tu vas venir au Mexique. On s'occupe de te trouver un stage. » Et effectivement, ils m'ont trouvé un stage. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Mexique. Et après, ça a été un déclic de découverte. Chaque jour est nouveau, en fait. On est un peu comme un bébé qui réapprenons les choses qui semblent établies depuis toujours, en fait, elles ne le sont pas. Les choses qui semblent normales, en fait, elles sont normales autrement. Et tous les jours, c'est des petites découvertes, des rigolotes, tiens, c'est rigolo que ça soit comme ça, nous, c'est plutôt comme ça. Et après, ça a été une boulimie où je voulais plus rentrer en France et je voulais encore découvrir à chaque fois des nouveaux territoires, des nouveaux paysages, des nouvelles personnes, des nouvelles expériences, des nouvelles cultures. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Je vois. Et aussi, quels ont été pour toi, du coup, tes principaux défis quand tu es partie à l'international ? Tu t'es trouvé face à quoi ? Tu t'es dit, waouh, c'est fou, je m'attendais vraiment pas à ça. Alors, les défis, j'entends ça en mode, genre les choses qui ont pu être difficiles au début. Je veux dire, le premier défi, c'est la barrière de la langue, peu importe où on est. Donc, au Mexique, je parlais espagnol et j'ai complètement amélioré mon espagnol, donc j'avais pas cette barrière de la langue. Et au contraire, justement, de maîtriser la langue, c'était un atout supplémentaire. Parce que je n'étais pas une énième française, une énième gringa. J'étais la gringa qui a l'accent mexicain et qui dit des insultes comme les vrais Mexicains, etc. Donc ça, c'est au contraire, c'est un avantage, c'est plus qu'un défi. Mais par contre, au Vietnam, c'était un défi parce que c'est pas évident que les autres, les Vietnamiens, les autres, et que les Vietnamiens, ils parlent anglais ou qu'ils parlent français. Ça arrive, mais c'est vraiment une minorité.
Et donc, il faut se recommuniquer. Ça peut passer par des gestes, ça peut passer par des sourires. Le sourire, en fait, c'est incroyable le pouvoir du sourire en termes de communication, c'est universel. Ça peut passer par des hochements de tête, ça passe par des signes avec les mains, des dessins, enfin voilà. Donc le premier défi pour moi, c'est la maîtrise de la langue. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai de nouveau ce désir de m'expatrier. Après, là, c'est 2 ans à Paris. Mais je ne m'expatrierai pas. Oula, le conditionnel en PLS. Je ne m'expatrierai pas dans un pays où je ne maîtrise pas la langue. Parce que je trouve que tu passes à côté de tellement de choses si tu ne maîtrises pas la langue. Enfin, ton insertion, ton intégration dans la société, elle ne peut pas être complète si tu ne maîtrises pas la langue. Tu penses pas que tu apprends vachement sur le terrain, là où tu as peut-être quelques notions vagues, à force de parler, d'entendre, en fait, d'avoir un environnement et surtout de partir seule et de pas partir avec des gens qui parlent français, du coup de forcer à parler français, tu t'intègres pas plus vite une langue Oui, t'intègres plus vite et puis même tu finis par l'apprendre, ça c'est clair. Mais ça marche pour les langues à la racine latine ou voilà... je pourrais apprendre peut-être l'allemand si je vais vivre en Allemagne. Mais pour les langues asiatiques, c'est vrai que c'est au-delà d'apprendre une langue, c'est apprendre aussi une diction. C'est des sons beaucoup plus au niveau de la gorge, alors que nous, dans les langues de racine latine, c'est des langues plutôt au niveau de la bouche. Et ça demanderait des dizaines d'années pour vraiment maîtriser le vietnamien, par exemple. Donc c'est plutôt ça que... Voilà. Mais voilà. On parlait des défis. Autre défi, c'est aussi le homesickness, tu vois. C'est bien de découvrir quand tous les jours c'est nouveau, quand tous les jours machin, mais au bout d'un moment, tu as envie de confort culturel. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des expats qui restent entre eux, ou du moins qui ont quand même une base d'amitié qui sont de leur même pays ou de leur même continent ou de même culture plus occidentale ou autre. Et donc c'est vrai que parfois tu as juste envie de parler français, parfois tu as le manque de ta famille, de tes proches. Donc voilà, ça c'est un petit défi aussi sur le long terme. Et puis un autre défi, c'est ce que tu manques dans ton pays. C'est-à-dire que tu vas manquer les Noëls en famille. Tu vas manquer les anniversaires, les soirées de tes copains. Tu vas manquer... en fait, tout ce que... après, toi, tu vis, mais tellement plus. Parce que vraiment, en termes d'intensité, d'expérience, c'est plus fort dans une expérience de voyage ou d'expatriation. Mais tu manques des choses quand même. Donc voilà, ça, c'est un truc à avoir en tête aussi. Moi, j'ai eu de la chance, il n'y a pas eu de choses tristes, telles des décès ou quoi. Mais aussi, ça arrive d'être loin quand il y a des moments durs, de maladie ou quoi. Donc, ça peut être un défi aussi. J'ai répondu à ta question. Je suis allée loin. Tu as très bien répondu à ma question. Et puis surtout, c'est des choses que nos volontaires peuvent vivre en fait au quotidien. Ça, c'est un peu universel de la barrière de la langue. Même si tu pars avec un bon B1 en anglais ou en espagnol, au début, il y a des mots, forcément, tu les attrapes pas, tu comprends la phrase, donc tu pars du principe que le mot, il veut dire ça. Ta famille te manque, donc c'est vraiment c'est des problématiques en fait qu'on peut faire face totalement. Toute personne qui part, et puis surtout nos volontaires qui partent du coup à l'international, 100%. qui veulent partir. L'avantage, c'est qu'en général, on les fait partir par binôme, voire trinôme. Donc, ils ont un ancrage d'une même culture. Donc ça c'est un gros avantage. Et on voit la différence entre les binômes, ou les volontaires qu'on fait partir seuls et les volontaires qu'on fait partir à deux. Et c'est vrai que d'avoir un binôme, ça évite ça. Donc c'est une bonne chose. Et c'est ce qu'on fait au maximum chez M. Autre question encore. Comment as-tu préparé ton voyage du coup à l'étranger en tant que femme pour t'assurer ta sécurité et ton bien-être? Quels tips tu peux donner? Parce que c'est vrai que ça peut... comme on dit, t'as pas de personne là-bas à qui te raccrocher, t'as pas ta maison, donc c'est vrai que tu vas un peu dans un territoire, on dirait, inconnu. Et donc, quels sont tes tips pour donner à une personne qui va partir complètement, qui se dit, mais en fait, il m'arrive tout ça, qu'est-ce que je fais, quoi? Alors, les tips, il y en a plein. Déjà, on va parler des communautés. Il y a
on est dans un monde digitalisé, tant mieux. Enfin, il y a des choses très positives à cela. C'est les communautés de voyageuses. Sur Facebook, il y a énormément de groupes de voyage de femmes. Je sais pas comment ça s'appelle, road trippeuses, backpackeuses, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Ouest, etc. Enfin, il faut vraiment aller regarder ça et ça permet de pouvoir, si à un moment on est seul, ça va pas, on s'est fait voler notre téléphone ou quoi, on se connecte à ça, on peut trouver quelqu'un qui est comme toi, dans la même ville, au même moment, que tu connais pas, mais grâce à ce réseau, tu peux la rencontrer. Donc ça déjà, c'est vraiment bien. Un autre conseil, ça va être qu'il y ait toujours au moins une personne qui sache où tu es. Donc si tu voyages, tu préviens. Tu te mets dans une boucle WhatsApp avec tes parents, avec tes soeurs, je sais pas moi, mais que si tu bouges, ils le savent. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, ils savent où te chercher. Donc aujourd'hui, je vais là. Tous les jours, tu mets un petit message de où tu es. Donc pour pouvoir être localisé quand même. Et à l'inverse, ne pas dire trop tes itinéraires de voyage à n'importe qui, à l'hostel ou dans la rue ou au café, etc. Parce que ce serait vraiment... Bon, c'est rare, hein, mais si ça tombe dans une oreille mal intentionnée, bah, la personne, elle sait où tu vas, et elle sait où tu es demain, et après-demain, et ainsi de suite. Parce que, bah, en général, les voyages itinérants, tu as quand même un petit projet, tu sais à peu près, telle semaine, je serai là, etc. Donc, à la fois que quelqu'un sache où tu es, et à la fois, pas n'importe qui. Ça, c'est un petit conseil. Un autre conseil, c'est s'il y a une situation de danger, enclencher sur son portable un truc de position, de localisation. Sur Messenger, c'est possible. Tu as ce genre d'application beaucoup pour les femmes maintenant qui sont développées, où ça, toutes les femmes qui ont cette application aux alentours peuvent être prévenues et venir t'aider. Carrément. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Mais même, tu vois, tu mets sur une conversation Messenger ou WhatsApp ta position et puis tu envoies un message en mode faut pas inquiéter la personne s'il se passe rien, mais ouais. Donc, mettre un truc de localisation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Quand tu arrives dans un pays, s'inscrire... je sais plus comment ça s'appelle, mais genre à l'ambassade, pour que le pays sache que tu es là. Ça peut être très pratique, ça paraît bête. Logiquement, s'il y a un visa, c'est automatique. Mais s'il n'y a pas de visa, ça vaut le coup aussi de dire coucou, je suis là. Voilà. Un autre conseil, ça pourrait être éviter, alors là c'est plutôt du côté de la valise, éviter les objets ostentatoires. Ça sert à rien. T'es déjà une cible, t'es déjà occidentale. Voilà, t'es déjà une femme, t'es déjà une cible facile. Donc éviter toutes les choses qui pourraient rajouter encore à être une cible, c'est-à-dire être trop bourré, avoir des objets bling bling ou ostentatoires. Et puis, alors certes, c'est pas la tenue qui influe sur la quantité ou le niveau des VSS, donc des violences sexistes et sexuelles. Mais je sais que moi, en voyage, je suis toujours en pantalon. Déjà par confort. Et puis, on sait pas... C'est plus facile de courir avec. Ouais, voilà. Des bonnes chaussures, des pantalons. Je veux pas faire attirer mon attention sur mes jambes, sur ma poitrine. Alors, c'est pas une démarche... Je suis pas féministe parce que je me brime. Mais moi, je me sens plus à l'aise comme ça. Et je me sens plus en sécurité comme ça. Voilà. Dans énormément de pays, le bikini, ça se fait pas. Donc, bien se renseigner sur ça. Et si, dans ce pays, il faut mettre un t-shirt, tu t'en fiches de ta marque de bronzage, tu mets un t-shirt. Tu mets un short, tu mets un t-shirt. Le nombre de fois, je me suis baignée habillée parce que, voilà. Donc ça, c'est super important. En Thaïlande, on oublie vite. Mais à la base, c'est pas ok d'être en bikini en Thaïlande. Mais bon, maintenant, il y a tellement de touristes, ça c'est devenu ok. Mais même en Indonésie, encore, ou en Malaisie, etc., il vaut mieux avoir un t-shirt. Et tu regardes les locales, elles sont en t-shirt aussi. C'est mieux de rester safe, de rester dans la masse et d'essayer d'éviter... Et puis d'être en accord avec la culture qui t'accueille aussi. Certes, tu peux remettre en question plein de choses sur
sur l'accès aux droits, etc. Mais il faut aussi respecter, pour ta sécurité sur le court terme, la culture du pays. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire pour les... la contraception. Si tu prends la pilule, moi je conseille de prendre la pilule sur l'entièreté de la mission. Parce que t'es pas sûr de retrouver la même pilule de la même marque avec le même dosage d'hormones de partout. Donc moi je conseille vraiment, si tu pars 6 mois, tu prends 6 mois de pilule. Et tu gardes tes prescriptions. Parce qu'avec un aussi gros nombre de pilules, ça peut être pris à la douane. Ce qui serait bête. Parce que ça peut être genre, qu'est-ce que vous essayez de faire ? Est-ce que vous essayez de faire du recel de pilules à l'international ? Et aussi se renseigner, par exemple, pour la pilule du lendemain, il y a des pays où c'est illégal. Donc il ne faut pas l'amener. En Amérique centrale, Salvador notamment, tout ça. Voilà, quel autre petit conseil ? C'était quoi de préparation, tu me disais ? C'est ça, pour ta sécurité et ton bien-être, qu'est-ce que tu as mis en place ? Là, tu t'as énoncé un peu des habits où tu étais à l'aise. Aussi, tu pouvais, entre guillemets, je dis ça, t'échapper plus rapidement. C'est vrai que quand on est en robe et en jupe, c'est moins... Enfin, moi, en tout cas, je cours moins bien que si je suis en pantalon. Aussi, c'est être aux aguets. Ça, c'est drôle parce que je sens que je l'ai développé malgré moi de manière subconsciente. Et encore aujourd'hui, en fait, cet apprentissage, cette compétence, je l'ai encore. C'est-à-dire que systématiquement, je sais où sont mes affaires. Si j'ai différents sacs, je sais exactement où est mon portable, où est mon appareil photo, où sont mes écouteurs. Et donc, voilà, j'ai conscience de mes affaires. Je fais toujours attention, j'ai mon sac devant, je mets la main dessus. Mais en fait, c'est des automatismes que j'ai pris et qui ne me quittent plus. Et j'ai jamais été volée depuis que je suis en France. Je sais pas si c'est grâce à ça, mais c'est vrai que je suis aux aguets et je fais vraiment attention à mes affaires. Donc ça c'est important. Et puis, oui, alors moi j'adore voyager seule. Mais c'est vrai que quand tu voyages seule, c'est une responsabilité que tu prends. C'est-à-dire que tu dois être 2 fois plus attentive. Tu fais attention à ne pas te mettre en danger ou en situation de vulnérabilité. Parce que tu es seule. Dans tous les cas, c'est important, mais quand tu es seule, c'est un choix que tu fais, c'est une responsabilité, il faut l'être d'autant plus. J'ai une question, quand tu rencontrais par exemple quelqu'un, est-ce que par précaution, tu faisais en sorte de ne pas laisser échapper l'information que tu étais toute seule ? Par psychologie, tu sais, quand les gens pensent que il y a d'autres personnes avec toi, ils se disent, bon, si elle disparaît quand même, ça va, les gens vont s'en rendre compte tout de suite. Est-ce que psychologiquement, tu te disais pas, je vais pas donner l'information que je voyage toute seule, juste que je voyage, mais du coup, il y a peut-être des gens avec moi, quoi. C'est une super idée. J'ai jamais eu à faire ça, parce que quand je voyageais, j'étais bien plus inconsciente qu'aujourd'hui, à base de monter à l'arrière de motos d'inconnus dans la rue, enfin bref. Mais super idée, par contre. Ah, il y a un autre truc qu'il y a pas mal de personnes qui font, c'est venir avec une fausse bague. Et dire que t'es mariée. Et ça, c'est dingue, parce que c'est fou à quel point les hommes, tu ne respectes pas en tant que femme, mais respectent le potentiel homme qui partage ta vie. Donc, si tu dis non, mais en fait, quand on s'excuse souvent de dire non à du harcèlement de rue, par désolée, j'ai déjà un copain. Désolée, déjà. Enfin, bref, ça, c'est un autre sujet. Bon, là, je m'emporte. Mais en vrai, ça marche, quoi. De venir avec une fausse bague de mariage et dire, je suis mariée. Et là, la personne, pouf, elle part. Magique. Donc ça, c'est un petit conseil. Un autre conseil aussi, c'est d'avoir un faux téléphone. Donc d'avoir ton vrai téléphone caché au fond du sac. Et puis voilà, d'avoir un truc que tu achètes à 15 €, un bigot, avec une carte SIM qui sert qu'à envoyer des SMS. Et comme ça, si on te vole quelque chose, on te vole le bigot. C'est ça, t'es moins malheureux. Ou avoir de manière générale un portable de rechange. Ça, c'est pratique, parce que ça peut sauver. Est-ce que j'ai d'autres conseils comme ça ? Franchement, le meilleur conseil que j'ai, c'est faire confiance à son instinct. Pas voyager bêtement en mode « Ouais, YOLO, on n'a qu'une vie ». Bah oui, justement. Prends-en soin. Quand on voyage avec intelligence, genre, est-ce que là, ce que je suis en train de faire, c'est complètement inconscient ? Ou est-ce que c'est l'aventure ? Est-ce que je me sens à l'aise de...
Enfin, il faut voyager avec intelligence. J'ai une anecdote. Donc, j'étais au Vietnam et je me fais un voyage à la Black Virgin Mountain. C'était pas très loin de Saigon. Donc, j'y vais toute seule et tout. Bon, il y avait un temple et puis après, je pars dans une randonnée. Sauf que les sentiers de randonnée en France, c'est pas du tout les mêmes sentiers de randonnée au Vietnam. Où là, en fait, il n'y avait pas de sentier. C'est juste, apparemment, il y avait une rando, mais il fallait traverser un pierrier effondré, sans chemin, raide, comme ça, presque à la verticale. Et en fait, je me suis lancée toute seule, dans un endroit totalement paumé. Personne ne savait où j'étais. J'avais pas d'eau. Bah oui, parce que c'est bien une randonnée sans eau. Et en fait, je monte et je m'essouffle vite et je me rends compte que je suis pas dans mon top d'état physique. En plus, il n'y a personne. Donc, s'il m'arrive quelque chose, je suis dans la merde. Et là, il y a un serpent qui me passe entre les jambes. Tu sais, qui passe c'était incroyable d'ailleurs, qui passe d'un rocher à l'autre, genre... Et paf, il me passe entre les jambes. Bon, je sais, moi, j'y connais rien, serpent. Je sais pas si c'était un serpent venimeux ou quoi. Et là, je me suis dit, ok, imagine, je lui marche sur la queue, parce que il y a la couleur du caillou, quoi, on ne voit pas. Il m'aurait piqué. Et je suis toute seule au milieu d'un sentier, d'un pierrier, sans eau ni nourriture, personne ne sait que je suis là. Tu vois, ça, c'est con. Oui. Et c'est une situation où je me suis mise moi-même, parce que inconscience de, c'est pas sérieux, là, Zoé, ce que tu es en train de faire. Donc, mon meilleur conseil, c'est être plus intelligente que ça et vraiment voyager avec son esprit, quoi. Genre, pas se mettre dans des situations qui pourraient être difficiles. T'as un peu surplombé mon autre question de comment gérer les situations d'urgence ou les comportements indésirables parce que tu es une étrangère dans un autre pays. Ouais. Toi, est-ce que tu as fait face à ce genre de situation où il y avait un moment très, très, très désagréable et que tu as dû gérer ça? Parce que des fois, ça peut être difficile d'aller à la police locale parce que les choses ne sont pas toujours gérées de la même manière. Je sais que dans certains pays, type la Corée, quand tu te fais agresser en tant que personne non locale, tu n'es pas vraiment protégée. Donc, est-ce qu'il y a des choses comme ça J'ai eu une anecdote. Au Sénégal, donc j'ai cette pote qui se fait suivre par un mec, donc ça lui arrive une première fois et donc elle a le réflexe d'accélérer le pas et puis elle arrive au bureau en nage et tout. Malheureusement ça se repasse une deuxième fois, le même mec quelques jours après la suit encore. Et en fait, il faut croire en la bonté des gens. Dans le sens où, si tu gardes ça pour toi, ça peut être une situation vraiment pas agréable. Mais il y a plein de gens autour. Crier. Franchement, pour se sortir vraiment d'une situation difficile, le mec qui suit, il a plus peur juste du cri et de la honte qu'il pourrait avoir du regard des autres que... c'est vraiment le truc qui pourrait l'arrêter, quoi. Et donc, en fait, elle a crié, elle a fait « Ah !» Puis, donc, en Wolof, elle fait genre « Barna !» c'est-à-dire genre « Laisse tomber !» Enfin, genre « Laisse-moi, stop !» quoi. Et en fait, il y a tous les gens autour qui sont venus. Qui sont venus embêter le mec, qui est vite parti, voilà. Et qui sont venus la voir, est-ce que ça va, etc., etc. Donc, quand il y a une situation comme ça, il ne faut pas garder ça pour soi. Il faut crier, franchement, le cri et le bruit marchent super bien. C'est un conseil que je peux donner. Après, moi ça m'est jamais arrivé. J'ai eu des situations pas agréables où genre je me retrouve avec un mec où j'ai un peu discuté, voilà, je suis en voyage, je discute un peu et puis après il reste quoi. Il reste toute l'après-midi, de suite, il te reste et tu sens que voyage, ça arrive un peu partout malheureusement. Mais du coup, là, en vrai, il faut pas avoir peur d'être pas sympa. C'est triste, hein, mais il faut pas avoir peur de dire c'est bon, là, stop, tu me saoules. Même s'il a été gentil, même si t'as rendu service. Et parfois, c'est ça qui est dur. Parce que t'as un mec, un local, qui, voilà, ça m'est arrivé en Malaisie, c'est pour ça que je précise ça, qui est super sympa, voilà. Mais au bout d'un moment, s'il est chiant, il est chiant. Il faut l'envoyer chier. Il faut pas avoir peur de ça. On nous a éduqués à être toujours gentils et dociles, etc. Non.
t'as pas le temps en fait en voyager, tu peux pas toujours l'être. Donc faut pas avoir peur d'envoyer chier les gens si te saoulent, et avec raison quoi. Et est-ce que j'ai d'autres techniques? Franchement, chercher de l'aide, c'est le meilleur truc. Tu rentres dans un café, tu rentres dans n'importe quelle structure, ça se voit une nana qui est pas bien, qui a peur, tu vois. Même pas besoin d'avoir la barrière de la langue. Je pense qu'entre femmes, il y a une sororité qui fait que tu sens une nana qui est pas bien. Et donc la personne peut t'aider. Et si t'es seule, voilà, c'est plus difficile. Il y a des petites techniques, c'est d'avoir des choses sur soi, type une petite bombe lacrymogène, voilà. Si c'est interdit, un déo, ça peut marcher très bien aussi. Ah ouais, la technique du déo, ouais. Parce que c'est en France, je crois que tu n'as pas le droit d'avoir ça sur toi. Et du coup, la petite technique, c'est qu'un déo, ça peut être aussi efficace. Parce que tu te prends un déo dans les yeux, tu le sens sortir. Ou de la laque pour les cheveux, des choses comme ça. Des petits trucs. Ou du parfum, parce qu'il y a de l'alcool dedans, ça doit faire mal. En fait, tous les trucs où ça vapore pendant longtemps, que ce soit de la laque, du déo, les shampoings Baptiste, là, secs, des trucs comme ça, tu mets ça dans ton sac. Et on peut pas dire c'est interdit, c'est un truc de soin. Et dans les yeux, je peux dire que la personne, elle va être pendant quelques secondes, elle va pas être très bien. Il n'y a pas de cours. Voilà. mais ça, c'est voilà. Tu peux avoir des armes, mais c'est aussi prendre le risque que la personne te les chope et l'utilise contre toi. Moi, je recommande pas, du coup, d'avoir des petits coups de poing américains, des machins comme ça. Moi, ça, je recommande pas. Mais ouais. Avoir une alarme, tu sais, les petites... Il y a aussi ça. Ouais, voilà, ça fait du bruit, c'est ça. Un maximum de bruit, exactement. tout ça. Donc ça, c'est franchement, un meilleur conseil, c'est de faire du bruit. Ouais. Parce que les gens, ils ont peur d'être vus, en fait. Ils sont pas deg de le faire, ils sont deg d'avoir été pris en train de le faire. Donc, bon. C'est complètement différent, effectivement. Je voulais savoir comment tu t'es informée sur la culture, les traditions, les normes sociales du pays ou des pays où tu es allée pour éviter tout malentendu ou situation inconfortable. Comment la meilleure solution, c'est de demander. Déjà, ça ouvre des discussions super intéressantes, mais tu vois, il faut quand même qu'il y ait une barrière de la langue, qu'il n'y ait pas trop de barrière de la langue pour ça. Mais c'est demander, c'est se renseigner, lire, regarder des docus, etc. Puis poser des questions, puis faire l'expérience aussi. C'est ok de faire des erreurs, parce que tu sais pas tout, donc franchement, c'est ok de faire des erreurs. Dans le doute, éviter. Et puis poser des questions, se renseigner. Moi, je dirais que c'est ça. Alors attention, une fois, j'avais une copine qui me disait on lui posait souvent des questions. Alors toi, dans ta culture, machin comme ça. Et que c'était presque parfois un peu déplacé. Parce que c'était presque en mode de la curiosité déplacée, de savoir alors toi, dans ton... C'est comment chez toi, tu vois. Donc, attention à ça. C'est un petit biais qu'il peut y avoir si on pose trop de questions, puis surtout des questions indiscrètes. Il y a des thèmes qu'il faut attendre d'avoir une certaine proximité avec la personne pour lui demander. Par exemple, le rapport, souvent, des femmes dans la société. Il faut attendre, parfois, je trouve, un peu de proximité avec la personne pour pas que ça soit mal interprété comme du... ah mais c'est bizarre, chez nous c'est comme ça, c'est ça. Le fameux nous on est plus civilisés. Voilà, non mais c'est l'enfer, mais il y a quand même certains thèmes sur des thèmes qui sont personnels, qui sont intimes, où il faut faire attention d'attendre une certaine proximité avec la personne, je pense. Puis sinon faire l'expérience soi-même. Effectivement. Ouais. Et puis être curieux, être ouvert d'esprit, être tolérant. Ne pas hésiter à aller sur des blogs, comme tu as dit, des pages Facebook de gens qui ont déjà voyagé, qui peuvent donner des tips. Là, telle tenue, ça passe pas trop, il faut éviter. Et après, il faut pas oublier qu'il y a une immense diversité entre ce qui est ok, ce qui n'est pas ok, ce qui est ça, ce qui n'est pas ça, à l'intérieur même d'un pays ou d'une culture. Donc, il y a des gens qui peuvent vous dire, là, par exemple, ce que je viens de dire, c'est pas ok d'être en bikini... dans certains pays, et d'autres qui vont dire mais si, mais c'est complètement ok. Alors que voilà, parce que vous avez pas vécu la même les choix non mais je veux dire des locaux, je peux demander à une personne en mode est-ce que c'est ok, elle va me dire non ça se fait pas, il faut se couvrir les épaules, les fesses, etc. Et une autre va me dire parce que pas le même âge, parce que pas la même génération, parce que pas la même ville, parce que pour X raisons en fait. Il y a une énorme diversité dans les opinions aussi.
Donc aussi, il ne faut pas prendre pour acquis, enfin, faut pas prendre pour immuable un truc qu'on t'a dit. Parce que ça se trouve ailleurs, ce sera pas pareil. Voilà, il faut avoir une certaine flexibilité aussi. Et puis l'erreur est ok. Enfin, moi, je pense qu'il y a une dédramatisation aussi de ça. Et dernier point, quelles sont les leçons que tu as apprises en tant que femme, du coup en partant à l'étranger, et comment cela t'a enrichi ta vie, tes perspectives sur le monde? Waouh! Ben, pour moi, c'est la plus belle expérience possible. J'encourage tout le monde à voir autre chose. Ça peut être en France, hein, mais aller voir l'inconnu ou quelque chose qu'on méconnaît. J'ai été une personne avant toutes ces expériences, je suis une autre personne après toutes ces expériences. Ça ouvre les perspectives, ça ouvre les idées, ça ouvre l'envie, ça décuple la curiosité et l'envie d'apprendre. Encore aujourd'hui, moi je fais un voyage seul par an, parce que c'est ma manière de me retrouver avec moi-même, de me recentrer. À chaque fois, c'est du temps de silence, moi, qui m'apporte beaucoup aussi, mais c'est aussi du temps de rencontre que tu n'as pas si tu pars à 2 ou à 3 ou à plusieurs. Moi, j'adore ça. J'adore voyager seule. J'ai pas peur en tant que femme. Et à la fois, je ne minimise pas les risques possibles. Et je pense que c'est ça le secret. Enfin, je dis ça. J'en sais rien en vrai. Mais du moins, moi, c'est ce que je pense. Voilà, c'est ça. Et puis non, ça m'a apporté énormément. Donc, je le conseille. On entend souvent des nanas qui ont peur ou qui projettent la peur de leurs proches. Le premier... Attends, il n'y a pas une expression comme ça, genre le pas le plus difficile, c'est le premier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il faut se lancer avec précaution, mais il faut se lancer. Et c'est normal de ne pas tout maîtriser, c'est normal d'être dans des situations où tu es en mode genre hihi. Mais tu fais pas les erreurs de fois, etc. Et tu apprends beaucoup. Voilà. Est-ce que tu as une autre question? En tout cas, avoir cette conversation avec toi, moi personnellement, ça m'a appris pas mal de choses. Parce que moi, j'ai envie de me lancer, du coup, de partir. Bon, je pars pas très. Dans l'idée, je partirai pas très très loin. Mais très bien, pas besoin de partir loin. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, même s'il y a l'excitation de se dire, c'est la découverte, c'est partir seul, c'est être plus autonome, c'est se découvrir et découvrir autre chose, et être vraiment tout seul et aller à la rencontre des gens, il y a ce côté de dire, t'es tout seul quand même. En réalité, t'es jamais tout seul. Moi, quand j'ai voyagé sur du plus long terme, pas là récemment, je sais pas, une semaine, mais sur du plus long terme, j'ai jamais été aussi entourée que quand j'étais seule. Parce que vu que t'es seule, et ben, y a des gens qui viennent te voir, et puis tu t'agroupes avec d'autres personnes seules, et en fait, t'es franchement rarement seule. Et t'oses plus parler, est-ce que même si t'es pas très sociable, tu pousses la sociabilité parce que... si c'est ce que t'as envie. Moi, parfois, je vais voyager seule, j'ai pas envie c'est pour être seule. Là, en avril, c'était ça. Et donc là, je suis pas sociable, je parle pas. Les seules personnes à qui je parle, c'est les serveurs dans les restaurants. Mais c'est tout. Et c'est parce que c'est ce que j'ai envie. Et parfois, au contraire, j'ai envie de rencontrer plein de gens. Et en fait, en général, tu vas dans des hostels, des machins comme ça, et ça se fait naturellement. Alors oui, peut-être parfois, il faut se donner un petit coup de pied au cul, mais en fait, ça marche. C'est très rare les gens qui te répondent en mode non, j'ai pas envie de te parler. Les gens, ils sont ouverts à ça. Donc non, ça fonctionne. En fait, t'es rarement seul. Et oui, non, c'est ça. Moi, je te conseille vraiment d'y aller. En plus, l'Italie, c'est une trop bonne idée. Si ça se passe mal, c'est proche, c'est le même fuseau horaire. Donc, il n'y a pas un moment où toute ta famille ou tes gens proches, ils dorment pendant que toi, t'es en plein après-midi qu'il peut t'arriver quelque chose. Si ça se passe mal, tu rentres. Et puis surtout, il n'y a pas tant de biais culturels forts. La langue est proche. Et puis il y a beaucoup de gens qui parlent français en Italie. Et ou anglais, ouais. Et puis il y a plein de français aussi. Donc voilà, tu seras jamais seul, crois-moi. Et puis c'est safe aussi comme pays. T'as pas besoin de visa, enfin tu vois. Moi c'est une super idée de commencer par l'Europe. Et si ça te plaît, on verra. Mais je te le recommande.
chaudement. Et ben on finit par cette parole de fin. Je te remercie énormément, c'était super cool. Et je remercie tous les gens qui nous ont écoutés. Oui. Voilà. Et je dis à la prochaine fois, au prochain podcast du coup. À la prochaine. Au revoir.